Merci beaucoup pour cette présentation qui me présente comme une personne aussi scandaleuse que George Immendorf a été scandaleux. Donc, je suis à ma place ce soir. Et merci aussi à la Haus der Kunst de m'inviter à parler, je dirais, une nouvelle fois de cette œuvre qui m'occupe depuis très longtemps et pour laquelle j'ai énormément d'intérêt. Donc, merci beaucoup pour cette invitation, merci pour cette présentation. Et en effet, mon premier texte sur George Immendorf remonte à l'année 1987. Donc, il y a peut-être des gens parmi vous qui n'étaient pas nés à cette époque-là. Et ce premier texte a été le prélude à beaucoup d'autres textes et à des interviews que j'ai faites de l'artiste. Et je peux rapporter ce souvenir. Le premier texte, il a été écrit sur la suggestion de Michael Werner, qui était le marchand de George Immendorf et qui, je crois, aujourd'hui s'occupe toujours de son œuvre. Werner était un homme comme ça, très, très sûr de lui. Il m'a téléphoné un jour, il m'a demandé de faire la préface d'un catalogue qu'il allait éditer. Et moi, j'ai objecté le fait que, jusqu'alors, j'étais plutôt une spécialiste de l'art abstrait, du minimalisme américain, de l'art conceptuel. Et la réponse de Werner a été justement. Alors, j'ai compris que j'avais un défi à relever et c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis allée rendre visite à Immendorf, à Düsseldorf. Et je dois dire que depuis ce moment-là, je suis rentrée dans cette œuvre, comme on peut le voir déjà avec cette première image d'un café Deutschland emblématique. C'est une œuvre extrêmement foisonnante. C'est une œuvre dans laquelle on peut se perdre. Et je dois dire que moi, j'ai eu parfois des moments un peu de panique face à cette œuvre lorsqu'il fallait que j'écrive dessus parce que j'essayais de décrypter absolument tout ce qui se passait dans les tableaux et évidemment, je n'y parvenais pas. Et c'est donc une peinture qui vous donne l'impression de vous emporter, de vous happer. Vous êtes happé par cette peinture, emporté par elle dans son fourmillement. Et voilà, et vous êtes immergé dedans. Et c'est une sensation qui peut, je le répète, être parfois un peu terrorisante comme ça. Elle suggère, cette œuvre, une sensation de plein, de trop plein. En fait, alors bien sûr, lorsque j'avais rencontré Immendorf dans son atelier, je l'avais interrogé, je lui avais posé la question, et ce symbole-là, ça veut dire quoi? Et cette figure, ça représente qui? Évidemment, il refusait presque toujours de répondre. Et on a l'impression un peu, devant cette peinture, parfois de se trouver dans la situation, vous savez, de l'exégète qui n'en finit pas d'étudier la Bible. Hein. C'est une entreprise qui vous emmène dans un travail qui n'a pas de fin. Et c'est ça qui est assez je dirais, paniquant pour le critique d'art que je suis. Parce qu'évidemment, dans cette œuvre, il y a énormément de personnages qui apparaissent, certains qui sont très connus du public, d'autres qui sont des personnages réels, mais proches des amis de Immendorf, et ça, pour le public, ce sont des inconnus. Il y a des animaux qui apparaissent, il y a des fois des légumes qui jouent un rôle symbolique assez important, des fleurs, et puis parfois même des symboles, comme évidemment les croix gammées ou les étoiles soviétiques, auxquelles, ça c'est une de ses particularités, il donne comme une vie organique. Vous savez, c'est par exemple la carte de l'Allemagne qui est transformée en un iceberg, par exemple. Et travaillant à préparer cette conférence,
j'ai lu ou relu un certain nombre de textes, et j'ai découvert dans un catalogue d'une exposition qui avait lieu en France, exactement au centre d'art d'une petite ville du centre de la France, qui est Meymac, qui avait une exposition qui avait eu lieu en 1994. J'ai vu que les organisateurs de l'exposition avaient eu l'idée de faire appel à un sémioticien pour essayer peut-être que ce scientifique, en quelque sorte, ce spécialiste du langage, aide le public à comprendre tout ce foisonnement de signes. Le sémioticien en question s'appelait, je crois qu'il est décédé depuis, Jean-Marie Floch. Et en fait, ce qui m'a beaucoup amusé en lisant son texte, c'est que lui-même avouait, il employait le même mot que j'ai employé tout à l'heure, il avouait avoir été happé par l'espace. Évidemment, ces perspectives très, très profondes, très accusées des tableaux de Immendorf. Et lui-même, le sémioticien, en quelque sorte, reconnaissait sa propre difficulté à prendre une distance, donc une distance scientifique, pour aller au-delà de cette impression de foisonnement. Et vous savez, ce matin, je me suis promenée évidemment à la Pinacothèque et je me suis rendu compte que finalement, pour notre période contemporaine, l'œuvre de Immendorf procure cette impression de foisonnement qui est extrêmement rare, alors que, évidemment, lorsqu'on est devant les tableaux de Jérôme Bosch, par exemple, on se dit, mais là aussi, on pourrait essayer d'interpréter toutes les figures, tous les symboles qui sont dans le tableau, et on n'y arriverait jamais à tout épuiser. Alors, cette richesse iconographique qui est absolument étourdissante, et qui se déploie donc dans des espaces, comme je viens de le dire, à la fois profonds, mais aussi clos. Les cafés Deutschland, c'est des endroits assez oppressants même, mais qui, bien en dépit de leur très grande dimension, sont commandés, il me semble, par, disons, deux ambitions principales. Je vais en évoquer une première, et puis je développerai peut-être un peu plus la seconde. Alors, ça c'est encore un autre tableau de Immendorf, c'est plus le café Deutschland, c'est le café de Flore. Et on voit d'ailleurs que, passant du café Deutschland au café de Flore, Immendorf a encore enrichi la population de son café. Il y a encore plus de personnages, qui appartiennent d'ailleurs à des époques historiques différentes. Et je fais simplement remarquer, parce j'évoquerai à nouveau cette figure tout à l'heure, que l'artiste s'est représenté lui-même, d'une manière d'ailleurs assez grotesque. C'est lui qui est habillé comme d'une sorte de fourrure rouge, et qu'on voit avec cette figure peinte blanche tout à fait au centre du tableau. Alors, en fait, ça correspond, ce genre de tableau, à cette volonté, à cette ambition de montrer un moment de l'histoire du monde, en même temps de l'histoire de l'art. Il y a, si on regarde, voilà, moi, du point de vue où je suis, j'aperçois le portrait de Karl Marx qui est en train de s'envoler comme ça sur le côté. Donc, il y avait cette ambition chez Immendorf de témoigner d'un moment de l'histoire. Bien sûr, on sait que c'est pendant toute la première partie, peut-être pas la première partie, disons la deuxième partie de son œuvre, et notamment au travers des cafés Deutschland, il a été obsédé par le drame de la séparation de l'Allemagne. C'est ça qu'il a principalement représenté, mais qu'il a donc représenté en faisant apparaître autour de cette question, évidemment, tout le monde de l'art. Et lorsque, après la réunification des deux Allemagnes, évidemment, le sujet n'était plus à traiter.
on voit apparaître dans les tableaux, et surtout les tableaux des dernières années, à nouveau des images qui évoquent les drames qui se déroulent dans le monde. Donc il y a cette idée de témoigner quand même de l'histoire. Et alors, l'autre ambition, c'est d'essayer, et ça je pense que c'est lié à cette période pendant laquelle il a commencé à travailler, c'est-à-dire la fin des années 60 et le début des années 70, où les mots dans l'art avaient beaucoup d'importance. Et il a essayé d'utiliser le langage visuel, les signes visuels, un peu comme on utiliserait les mots, c'est-à-dire comme des unités qui, selon le contexte dans lequel on les fait apparaître, changent de signification. Alors je vais commenter les 3 images là que vous avez sous les yeux, mais voilà, il cherchait à user des images exactement comme on use des mots, et que vous utilisez un mot, mais bien sûr, selon sa place dans la phrase, il n'a pas tout à fait la même signification. Et là, c'est exactement ce qui se passe avec ces 3 exemples. Il y a un premier tableau où on voit alors un signe récurrent dans l'œuvre de Immendorf, c'est bien sûr la figure de celui qui avait été son professeur à l'école d'art de Düsseldorf, à savoir Joseph Beuys. Donc ça, Joseph Beuys, on le retrouve de tableau en tableau. Si vous avez vu l'exposition, vous l'avez constaté. Alors il y a par exemple une représentation de Beuys qui est complètement immergé dans un tas de tomates. Il y a une autre représentation. Alors les 2 autres images, ce sont des détails de tableaux plus grands. Sur une autre image, on voit Joseph Beuys qui allume le cigare de Marcel Duchamp, et donc qui se met dans une position un peu servile, il faut bien dire. Il y a une ironie dans cette image. Et puis, 3e détail, c'est Beuys qui a l'air, vous voyez, assez accablé parce que il est en train de regarder son ex-élève, Immendorf, qu'un autre peintre, Max Ernst, est en train de barbouiller, de transformer finalement en peinture, en support de peinture. Et évidemment, pour quelqu'un comme Beuys, qui avait, lui, renoncé à la pratique picturale, il y a aussi une ironie dans cette image. Et j'ai été beaucoup frappée au sujet de cette utilisation des signes presque comme des mots, par le texte qui est dans le catalogue de la présente exposition et qui est dû à Johanna Adorian et qui dit à peu près ceci. Immendorf joue continuellement avec les mêmes motifs, et lorsqu'il y en a un nouveau qui apparaît, il devient un élément de son registre, et il l'utilise et le réutilise encore et encore, de la même façon qu'un langage intègre des mots nouveaux. Je vais revenir à la première ambition que j'ai signalée, qui est celle de témoigner d'un moment à la fois de l'histoire, de l'art et puis de l'histoire tout court, si on peut dire les choses comme ça. Et vous savez tous, parce que c'est très souvent rappelé, qu'à l'origine des cafés Deutschland de Immendorf, il y a le café Greco, un tableau de 1976 du peintre italien Guttuso. Et donc c'est après avoir vu ce tableau que Immendorf a eu l'idée de son premier café Deutschland, qui est d'ailleurs exécuté exactement dans le même format que le tableau de Guttuso. Et il se trouve que lorsque j'avais rencontré, alors là c'était plus en 87, c'était en 1993, Immendorf pour une interview pour le magazine Art Press,
je l'avais interrogé spontanément à propos des muralistes mexicains. Et sa réponse, moi, sa peinture me faisait penser à la peinture des Mexicains. Et sa réponse, elle avait été immédiate. Il m'avait répondu « Rivera m'a toujours impressionné ». Et c'est pour ça que je vous montre une fresque très, très célèbre de Diego Rivera, très impressionnante, très foisonnante aussi. Vous avez l'intégralité de cette fresque en haut de l'écran et elle prétend raconter quasiment toute l'histoire du Mexique. Donc, il y a dans cette image une juxtaposition de figures qui sont à la fois des figures historiques, disparues depuis longtemps, et puis il y a bien sûr les contemporains de Diego Rivera, et puis il y a dans le déroulé de cette fresque des évocations de certains moments très importants de l'histoire du Mexique. Et j'ai choisi un détail qui est la partie centrale de la fresque, où on voit un gros petit garçon à côté du squelette. On voit un gros petit garçon, et c'est un autoportrait de Diego Rivera, et c'est un autoportrait à côté de Frida Kahlo, sa femme, et c'est un autoportrait assez moqueur de lui-même, assez dérisoire. À la fois il se met au centre de son tableau, et puis en même temps il se moque de lui. Et pour moi, c'est une mise en situation du peintre dans son œuvre un peu comparable à ce que je vous ai montré tout à l'heure avec ce Café de Flore où Immendorf était de la même façon au centre de son tableau, mais là aussi dans une situation qui était assez grotesque. Et paradoxalement, cette présence du peintre à l'intérieur de ses œuvres marque une ironie. On pourrait dire que c'est du narcissisme, mais moi, c'est une ironie, parce que ça marque une distance critique qui n'apparaît pas chez Guttuso. C'est ça que je voulais souligner. Ça apparaît chez Diego Rivera, mais ça n'apparaît pas chez Guttuso, qui était un peintre très engagé politiquement et qui ne se permettait pas forcément cette distance. Or, moi, c'est cette distance qui m'intéresse. Et cette distance critique, Immendorf l'a préservée, il l'a gardée, en fait, il l'a acquise au moment de ses premières années de son travail, comme on voit dans la toute première salle, les deux premières salles de l'exposition, pendant les années 70, lorsque lui-même, il a mis en cause, j'ose pas dire délaissé la peinture, parce que en fait, oui, il y a eu des périodes où il a cessé de peindre, mais enfin, il a quand même toujours produit des tableaux, mais parallèlement à des performances. Et vous savez, il avait fondé ce groupe d'artistes contestataires avec ce nom de Lidl, hein, le Lidl. C'était la période aussi de l'art conceptuel. Qu'est-ce que c'était l'art conceptuel? C'était un art qui refusait les techniques traditionnelles de la peinture, qui mettait en cause la définition de l'œuvre d'art, qui interrogeait le rôle de l'artiste dans la société. Et le retour à une pratique pleinement assumée de la peinture, tout à fait à la fin des années 1970, finalement rend compte d'un phénomène, d'un fait assez important, c'est-à-dire que l'iconoclasme qui avait été celui des avant-gardes faisait à son tour l'objet d'une critique, en quelque sorte. Et de même que les discours qui l'accompagnaient et qui, la plupart du temps, étaient extrêmement théoriques et politiques. Alors, moi, je dois dire que lorsque je me suis intéressée à Immendorf, c'est cette évolution qui avait d'abord retenu mon attention, parce que c'était aussi un peu mon histoire. Moi-même, je m'étais associée aux artistes de l'art conceptuel, comme je l'ai rappelé au début, ou en tout cas à ces formes d'art qui remettaient en cause les formes traditionnelles. Donc, je m'y reconnaissais un peu. Et alors,
quand j'ai commencé à penser à cette intervention que je devais faire devant vous aujourd'hui, il m'est apparu quelque chose auquel je n'avais pas encore pensé, c'est qu'il y avait eu une sorte d'évolution parallèle qui me permettait une comparaison entre l'œuvre d'Immendorf et puis l'œuvre d'un groupe d'artistes anglais qui avait été parmi les leaders de l'art conceptuel, qui s'appelle Art and Language. En fait, aujourd'hui, Art and Language, c'est un groupe où il n'y a plus que 2 membres, Michael Baldwin et Mel Ramsden. Mais voilà, sont des artistes qui, à la fin des années 60, au tout début des années 70, ont été considérés comme parmi les principaux artistes conceptuels. Et puis eux aussi, comme George Immendorf, ils ont plus ou moins continué à pratiquer la peinture. Et ça, c'est un exemple de peinture un peu particulière, mais avec un slogan politique, comme on peut voir sur les tableaux de Immendorf dans les premières salles de l'exposition. Et ils opèrent à travers ces images un détournement ironique, évidemment, des slogans politiques, qui expriment en fait leur scepticisme, peut-être leur scepticisme naissant, à propos de l'articulation entre art et politique et à propos de ce qu'on appelle l'engagement des artistes. Alors le tableau qui est reproduit là en haut, ils donnent le texte qu'on peut lire, c'est « Ils donnent leur sang, donnez votre travail ». C'est un tableau de 1977. Et ce tableau est un détournement d'une affiche qui avait été, et qui est reproduit en bas de l'écran, qui avait été produite par les nazis et diffusée par le régime de collaboration en France, ce qu'on a appelé le régime de Vichy. Alors évidemment, vous voyez que l'affiche originale montre une tête de soldat casqué au-dessus de la file des ouvriers qui rejoignent les usines, et cette tête permet de comprendre qui est le « il » du slogan. On comprend qu'en effet, pendant que les ouvriers travaillent, eh bien, il y a les soldats qui vont donner leur sang sur le front, et qu'il faut que le travail des ouvriers soutienne les soldats. Dans la version de Art and Language, évidemment, la tête du soldat a disparu, et le « il » du slogan devient beaucoup plus mystérieux, et l'idéologie qui sous-tend l'image devient beaucoup plus ambiguë. On pourrait finalement interpréter le « il » comme celui des ouvriers qui vont tellement travailler qu'ils usent leur vie au travail, pendant que les artistes devraient travailler justement pour soutenir ces ouvriers. Ou bien on peut aussi avoir l'impression que cette image, avec son slogan, a été produite non pas par le régime nazi, mais par le régime soviétique, par exemple. Donc il y a une très grande ambiguïté. Et de la même façon, quelques années auparavant, Immendorf avait aussi mis en cause ces slogans politiques qui avaient été tellement dominants dans les années précédentes, à travers ce tableau où un militant politique, on suppose, fait irruption dans l'atelier de l'artiste et lui demande où il se situe avec son art. C'était la grande injonction au moment de mai 68. Et donc, il est amusant de constater que Immendorf pose la question. Mais est-ce qu'il nous donne vraiment une réponse ? Elle est aussi assez ambiguë. Il a fait apparaître d'une manière très violente dans ce tableau. Et en même temps, le peintre, il est quand même dans son atelier. Il a quand même son pinceau à la main. Donc là aussi, il y a, je dirais, une interrogation sur ce que peut être le militantisme politique d'un artiste. Alors, je continue mon parallèle avec les artistes de Art and Language. Et pour constater que quelques années plus tard, eh bien, les artistes ont tranché.
par rapport à cette interrogation. Et ils ont compris que leur place, elle n'était pas dans la rue avec les militants, elle était dans leur atelier. Alors, ce tableau, c'est donc un tableau de Art and Language. C'est une représentation de leur atelier. Et comme comble de la distance, sinon ironique d'ailleurs, mais au moins esthétique, prise par ces artistes par rapport au message politique, c'est qu'ils ont reproduit un de leurs propres tableaux au milieu de cette vue de leur atelier. Et ce tableau, alors je ne sais pas si vous le reconnaissez, mais c'est un portrait de Lénine. Bon. Donc une peinture en principe militante. Mais elle est exécutée dans le style du dweeping de Jackson Pollock, c'est-à-dire l'exemple même d'un style qui a nourri l'abstraction américaine. Donc voilà, il y a un commentaire très ironique, et de la même façon, eh bien, Immendorf lui aussi est rentré à l'atelier. Le tableau qui est sur votre gauche, c'est un autoportrait dans l'atelier, et on voit que le peintre travaille à une grande toile militante, hein, c'est des ouvriers qui ont l'air de défiler ou de protester, qui sont représentés sur sa toile, mais là, il n'y a pas de porte ouverte sur ce qui se passe dans la rue. Il est en train de se contenter de recopier ce qu'on imagine être une photographie de l'événement. Donc, on pourrait en conclure qu'il a perdu d'une certaine façon le contact direct avec le réel. Et puis l'autre tableau, le peintre s'est représenté absolument épuisé au point de s'effondrer à quatre pattes devant la tentative d'une représentation de Mao Tse-tung, et comme s'il était accablé par son propre travail. Et alors, il y a une chose, un fait qui m'a particulièrement frappé, c'est que dans cette prise de distance critique par rapport à ce qu'était la soumission de l'art à un discours, elle a été, avec des moyens comparables, définitivement tournée en dérision par Art and Language et par Immendorf. Sur votre gauche, j'ai repris un détail du tableau que je vous ai montré tout à l'heure de Art and Language pour vous préciser, alors c'est quand même un tableau d'assez grande dimension, pour vous préciser qu'il a été entièrement peint à la bouche. C'est de l'encre, enfin c'est encre et crayon, et il faut savoir que les artistes l'ont exécuté en tenant leur pinceau dans la bouche. C'est pour ça d'ailleurs que, comme vous voyez, les traits sont parfois un peu incertains, mais enfin l'effet esthétique, de mon point de vue, est quand même assez intéressant. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que dans un tableau, Georges Immendorf, et là j'ai pris un détail d'un tableau qui s'intitule « La tentation de Saint-Antoine », on voit que le peintre s'est lui-même représenté avec son alter ego, hein, le petit singe qu'on voit toujours revenir dans ces tableaux. Il s'est représenté avec justement le pinceau dans la bouche. Et donc à la place de la langue. Hein, c'est plus... comment dire, la langue ne sert plus à énoncer le programme que le peintre va devoir suivre dans son art. Elle sert à tenir un pinceau pour peindre. Et ce faisant, redécouvrant la peinture, les artistes ont compris qu'ils disposaient d'une beaucoup plus grande liberté dans l'espace fictionnel de la toile que dans le réel. On fait plus de choses à l'intérieur de la fiction que dans le réel. Et au point de faire advenir sur la toile des choses qui seraient absolument impossibles dans le réel. Alors mon premier exemple
pris chez Art and Language. C'est toute une série de toiles qu'ils ont intitulées Incident in the Museum. Il faut savoir que Art and Language, c'est un groupe d'artistes anglais. Dans ce tableau, ils ont représenté leurs propres œuvres, vous en reconnaissez au moins une, à l'intérieur du Whitney Museum de New York. Or, il se trouve que le Whitney Museum est un musée exclusivement réservé aux artistes américains. Donc, ça serait absolument impossible que ces tableaux soient accrochés sur les murs du Whitney Museum. Et dans un tout autre registre, mais aussi pour montrer cette liberté de l'espace pictural, il y a bien sûr l'exemple des cafés Deutschland. Et là, c'est le premier café Deutschland. Non, c'est pas le premier, c'est le quatrième, pardon. Immendorf, dans son café imaginaire, peut rencontrer son ami Penck, qui lui, c'est un peintre qui à l'époque vivait en Allemagne de l'Est. Et donc dans le café, alors il faut que j'explique le dispositif. Immendorf se trouve derrière le mur de Berlin. Il passe la main il réussit à passer la main à travers ce mur pour sans doute aller attraper celle de son ami Penck qui se trouve en face. On le comprend puisque Penck apparaît dans le reflet de la colonne en miroir qui se trouve derrière, qui traverse, qui sert d'axe au tableau. Donc, une rencontre qui était impossible dans la réalité, puisque Penck ne pouvait pas passer à l'ouest, devient possible évidemment dans l'espace de la fiction du tableau. Quelque chose est apparu pour moi en choisissant ces exemples qui m'a beaucoup troublée, parce que finalement c'était quelque chose que je n'avais pas encore repéré dans l'œuvre de Immendorf, en dépit de tous les textes que j'avais pu déjà écrire. C'est à quel point il y avait tout au long de son œuvre, il y avait des allusions à l'oralité et à la langue. Alors, le premier exemple, alors j'ai tout regroupé comme ça sur un même écran. Le premier exemple, bien sûr, c'est ce fameux mouvement Lidl et toutes les œuvres, ces peintures de gros bébés qui ont accompagné le mouvement qui marque les débuts de Georg Immendorf. Et vous savez, Lidl, c'était pour lui en fait une manière de transcrire le babil d'un bébé. C'est la parole encore inarticulée ou en tout cas insignifiante comme ça du tout petit enfant. Donc il y a déjà là une marque d'ironie par rapport au discours structuré. On est dans le babil de l'enfant. Autre référence à l'oralité, il y a très souvent dans les tableaux, et là on en retrouve tout au long des différentes périodes de l'œuvre, la représentation de la tour de Babel. Donc elle apparaît en haut à droite dans un des tableaux du tout début des années 2000. Et on voit d'ailleurs que là, sur cette représentation, la tour de Babel, elle est en train un peu de basculer. Mais voilà, j'aurais pu choisir bien d'autres exemples où on voyait apparaître cette tour de Babel. Et puis j'ai choisi aussi de représenter un autre tableau qui est très curieux. Là, le titre est en anglais, Beautiful Voices. D'ailleurs, entre parenthèses, je voudrais souligner une chose. Ce que je trouve absolument formidable, c'est que, alors qu'il était devenu un artiste international très reconnu, la plupart des titres et la plupart des inscriptions de Immendorf dans ses tableaux sont en allemand. Beautiful Voices, c'est vraiment une exception en anglais. Et ça, je trouve ça assez... je trouve que ça mérite d'être souligné. Donc, c'est un tableau très curieux qui représente en effet des peintres, vous voyez, derrière des pupitres. Et on les voit exécuter des tableaux. Et en même temps, la plupart d'entre eux ont la bouche ouverte et
forment une chorale. Ces peintres sont en train de chanter. Et il y a d'autres thèmes récurrents. Alors oui, il y a celui-là, par exemple, on voit très très souvent des allusions au poète Arthur Rimbaud, et notamment à un poème très, très célèbre qui s'intitule « Voyelles ». Et puis là, il a associé Rimbaud à un autre écrivain qui est l'américaine Gertrude Stein, et qui a aussi beaucoup joué comme ça avec les mots et la sonorité des mots. Et bon, je le répète, la plupart, je vous montre un exemple, mais la plupart de ces thèmes sont récurrents. Sans parler évidemment alors de tous les titres que Immendorf a donné à ses tableaux. J'en ai choisi un, parce que je trouve que c'est un tableau absolument remarquable. Alors là, le titre est en anglais, mais par force, puisque c'est une référence au peintre anglais Hogarth, qui avait créé ce personnage de Rackwell, qui est la représentation du libertin. Alors, d'une manière qui n'est pas trop usurpée, n'est-ce pas, Immendorf s'est en effet représenté en figure de libertin, mais là aussi il y a un jeu de mots, puisque rec en anglais, ça peut vouloir dire aussi la pente de la Seine, n'est-ce pas? Et donc il y a énormément, comme vous savez, de représentations de scènes de théâtre dans l'œuvre de Immendorf. C'est le cas ici, il est sur la Seine et il traverse la Seine comme ça, d'une manière un peu d'ailleurs périlleuse. Donc à la fois c'est une allusion à un dispositif très récurrent dans son travail et une façon d'envisager le monde comme un théâtre en fait permanent, et puis c'est une façon de se glisser lui dans cette représentation sous la figure du libertin, et donc de l'assumer. Donc il y a toujours là aussi ce mot avec l'oralité, ce jeu avec l'oralité, pardon. D'ailleurs, en fait, j'avais relevé une fois que élaborer des tableaux à partir de jeux de mots, c'était quelque chose qui appartenait beaucoup à la tradition de la peinture flamande ancienne. Et Immendorf était un grand connaisseur de cette peinture, et je pense qu'il savait ce qu'il faisait en jouant comme ça avec les mots. Et alors, comme vous savez, à la fin de sa vie, Immendorf, ce libertin, a été l'exemple aussi d'un courage absolument extraordinaire, qui est un modèle de morale, puisque d'une manière vraiment exceptionnelle, très très courageuse, il a continué de peindre alors même que la paralysie le gagnait. Et comme vous savez, il a peint les dernières années d'une certaine façon avec sa bouche. Alors pas directement en tenant le pinceau dans sa bouche comme les artistes de Art and Language, mais en donnant des indications aux assistants avec qui il travaillait pour exécuter ce genre de peinture. Quand j'avais travaillé la première fois sur Immendorf en 87, évidemment, j'avais été frappée par le petit singe qui est son alter ego et qui apparaissait tout le temps dans les tableaux. Et ça m'avait donné à l'époque l'idée d'aller chercher un peu l'inspiration dans un très beau livre d'Octavio Paz qui s'appelle « Le singe grammairien » et qui est un commentaire, une sorte de dérive poétique à partir d'un personnage de la mythologie hindoue qui est ce singe Hanuman. Et Hanuman, c'est le personnage du savant. C'est celui qui est capable de nommer chaque chose.
et en même temps qui est conscient des limites du langage. C'est une chose que Octavio Paz commande beaucoup dans son livre. Parce que Hanuman fait le constat que le langage des hommes dispose d'un nombre de signes évidemment limité, tandis que l'univers est infini. Et est-ce que ce n'est pas, en effet, l'inconfortable situation dans laquelle nous sommes lorsque nous-mêmes nous tentons d'identifier toutes les figures d'un tableau de Immendorf et que nous renonçons devant l'immensité de la tâche. Toutefois, j'ai insisté sur cette idée, à l'intérieur de l'espace du tableau, l'artiste dispose de la plus totale liberté. Il peut imaginer tout ce qu'il veut, il est comme un dieu. Mais, souligne Octavio Paz, si le langage des dieux dispose d'un nombre de signes illimité, l'univers n'en est pas moins infini et la tâche est évidemment aussi absurde. Et Octavio Paz écrit, et c'est presque une description d'un tableau de Immendorf, tout est plein à ras-bord, tout est réel, toutes ces réalités inventées et toutes ces inventions si réelles, toutes et tous sont pleins de soi, gros de leur propre réalité. Et il continue, et à peine l'ai-je dit qu'ils se vident. Les choses se vident et les noms se remplissent. Les noms sucent la moelle des choses. Les choses se meurent pour que vivent les noms. C'est le poète qui parle. Hein. Paralysé, Immendorf était devenu le peintre qui ne pouvait plus que nommer. Ne pouvant plus tenir ses pinceaux, et là je mets des guillemets, il dictait ses tableaux à ses assistants. Ceux qui ont vu le film Ich Immendorf, qui montre l'artiste au travail avec ses assistants, donc au cours de ces dernières années, ont été frappés par la façon, des fois brutale ou en tout cas impatiente, dont il donnait ses indications. Tout simplement peut-être parce que les mots ne parvenaient jamais à dire exactement les images que le peintre avait dans la tête et qu'il aurait auparavant transcrit sur la toile sans médiation, sauf celle de son bras, bien sûr. Et comme on voit, nous assistons, avec ces dernières toiles, à la dispersion des images. Le génie du peintre a été de montrer précisément comment les images échappaient à sa dictée. D'un geste, un personnage les disperse. Et le singe qu'on voit en ombre chinoise, le singe en est réduit à passer le balai. Mais ces images continueront de flotter dans le vent de l'histoire, alors qu'on ignorera les mots qui les ont appelés. Et c'est donc ma conclusion, en détournant les mots de Octavio Paz, les mots meurent pour que vivent les images. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vais prendre mes questions un peu en suivant le déroulé de la présentation, de la conférence. Et je voudrais juste revenir en fait là sur un moment peut-être personnel ou qui moi m'intéresse beaucoup. C'est que donc, tu fondes le magazine Art Press en 1972 en retirant le « e » du mot « presse » tel qu'on devrait l'écrire en français pour marquer l'américanophilie ou l'intérêt en tout cas pour l'avant-garde américaine de l'époque. Et le magazine n'aura jamais peur, par exemple, d'imprimer des toiles monochromes de Roscoe en noir et blanc sur une page A4, ce qui est quand même quelque chose d'assez radical en termes de présentation de l'image et de la peinture. Donc le magazine, c'est un magazine qui naît de cette avant-garde américaine abstraite des années 60, enfin en 72, et tu dis que donc en 87, 15 ans plus tard, Werner vient chercher justement à cause de ça. Et ça va fonctionner, où il va se passer quelque chose. Et ce n'est pas uniquement la rencontre avec Immendorf quand même. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Non, mais entre-temps, il s'est passé que il y avait eu une évolution des avant-gardes artistiques, que, comme je l'ai montré, même ces artistes... alors,
tu fais référence là à l'abstraction américaine, mais il faut peut-être préciser pour le public que ces artistes de Art and Language, ces artistes conceptuels que j'ai évoqués, c'était des gens qui s'étaient en fait historiquement situés dans le prolongement de cette abstraction américaine. Bon. Alors, donc j'étais en effet dans cette tradition. Eux-mêmes montraient l'exemple de reprendre le pinceau. Bon, alors c'est pas le cas de tous, mais quand même un certain nombre ont, disons, délaissé les pratiques conceptuelles vraiment très radicales, où là il s'agissait plus que de mettre 3 mots sur un petit papier qu'on punaisait sur le mur. Bon. Et en tout cas, ils sont revenus à des pratiques qui faisaient intervenir l'image. Bon, donc en fait, moi, je suivais les artistes, je suis un critique d'art, je suis obligée de constater comment évolue le travail des artistes. Ça, c'est une première chose. Et en fait, en effet, moi-même, j'avais organisé pour le Musée d'art moderne de la ville de Paris, en 1981, une exposition qui s'appelait Baroque 81 et qui enregistrait, disons, cette transformation du champ de l'art contemporain et ce retour à la peinture. On appelait ça le retour à la peinture. Et ici, en Allemagne, ça a été la belle époque de ce qu'on appelait les nouveaux fauves, par exemple. Bon, j'aurais pu peut-être, à l'époque, montrer Immendorf, après tout. Bon. Mais, alors, j'avais déjà fait cette exposition. Et en fait, ce qui m'avait intéressé dans cette exposition, c'était déjà de montrer comment cette traversée des avant-gardes radicales, de la mise en cause des techniques traditionnelles et de la tradition, d'une façon plus générale, de la peinture, finalement, continuait d'habiter ces nouvelles pratiques. Il y avait par exemple des artistes qui exposaient des peintures dans cette exposition, mais qui avaient été auparavant, comme Immendorf, des gens qui avaient fait des performances, par exemple. Bon. Et donc, d'une certaine façon, les images qu'ils représentaient, la peinture qu'ils exécutaient à cette époque-là, elle était inspirée par leurs performances qu'ils avaient fait quelques années auparavant. Donc en fait, moi, ce qui m'avait intéressé dans cette évolution, c'était de voir comment, en fait, cette période de remise en cause des pratiques traditionnelles n'avait pas été une période qui se refermait. Certains ont vu ça comme une parenthèse. Ah bon, voilà, on a tout remis en cause et puis maintenant on ferme la parenthèse et on redevient sérieux. Non, en fait, cette remise en cause, elle continuait de ronger en fait la pratique de la peinture. Et moi, ce qui m'a intéressé chez Immendorf, c'est que cette interrogation sur quel est mon rôle, à quoi ça sert la peinture, au travers de représentations qui sont souvent très, très ironiques, il continue de la poser. En fait, c'est pas par hasard qu'il s'est choisi comme alter ego un petit singe, en fait. Voilà. Donc il y avait cette idée qu'on ne pouvait plus reprendre les pinceaux, si j'ose dire, d'une façon innocente, en ignorant que ce pinceau, à un moment donné, on l'avait rangé dans les tiroirs. Voilà. Mais ça, cette question de l'évolution du peintre ou du petit singe, c'était un peu quelque chose qui, moi, m'intéresse, parce que tu parlais aussi à un moment de peinture militante ou du militantisme en peinture. Et donc là, en fait, moi, je vais juste citer une des œuvres du début. Donc ça veut dire vraiment ces œuvres où on a une peinture et un texte directement associés. La peinture représente un vernissage avec tous les clichés qu'on peut attendre du vernissage, les jolies robes, les cocktails et les gens qui en fait s'intéressent absolument pas à ce qui se trouve sur les murs. Et le texte en dessous dit je voulais devenir artiste, mais mon travail ne devait pas être pour les gens qui parlaient de la dernière fête et du business. Mes peintures ne devraient pas ressembler à une décoration chic, mais je n'ai pas demandé pourquoi. Je ne voyais pas la raison de ce comportement dans mon travail, je me sentais mal jugé et je blâmais les autres. Je ne me suis pas posé la question « Pourquoi et pour qui travaillez-vous »
Et en même temps, donc, quand on regarde cette évolution de travail, quand même, c'est ce militantisme ou cette forme radicale dès le début de refuser, de dire où en es-tu avec ton art collègue et l'art de la fin, l'art des dernières, ce qui va se passer donc une trentaine d'années plus tard, où on rentre quand même dans un travail presque plus abstrait, beaucoup plus décoratif peut-être. Qu'est-ce qui va se passer là dans cette autre évolution? Et je voulais juste rappeler quand même, à la fin de sa carrière, il va quand même peindre le portrait officiel de Gerhard Schröder. Voilà. Il y a une évolution certaine quand même, c'est le portrait officiel. Hein. Oui, il est... C'est Bettina Reims qui a fait la photo de François Hollande, non? Oui, ou de Chirac, je crois. Okay. Non, enfin, pas de Hollande, non, de Jacques Chirac. Non, il termine à faire le portrait officiel de Gerhard Schröder. Oui, mais il l'a pas tellement arrangé sur ce portrait, moi, je trouve. Bon, alors, on est... je sais pas à quelle heure on ferme, parce qu'on est parti pour discuter longtemps. Parce que j'ai plein de réponses à cette question. Alors, une première réponse, malheureusement, mais peut-être que un des commissaires de l'exposition pourrait répondre. Il y a un tableau qui ne figure pas dans l'exposition, mais qui est un tableau beaucoup plus tardif, immense, un très grand format, qui représente aussi un vernissage. Donc en fait, la thématique du vernissage, il l'a gardée pour plus tard. Et franchement, j'aurais presque envie de dire, c'est dommage, voilà, on aurait dû préparer et projeter une reproduction de ce tableau. C'est un tableau presque monochrome dans les roses orangées. C'est vraiment un vernissage. Tu as à nouveau tout le monde de l'art qui se rencontre là. Et moi, j'ai envie de te dire qu'il me semble que cette deuxième représentation, finalement, d'un vernissage est presque plus moqueuse que la première. Déjà. Alors ça, c'est une première réponse qui, pour moi, est la preuve que, en fait, Immendorf, du début à la fin, il n'a pas exposé ni ce qu'était la position d'un artiste, disons, militant, critique, ni la position d'un artiste intégré dans le monde de l'art, d'une manière conformiste. Il a exposé ce qu'était la contradiction dans laquelle il vivait. Il a exposé cette tension. Comment je m'en sors ? Oui, j'ai des sentiments à gauche, mais en même temps, je suis un peintre et mes collectionneurs, ce sont des bourgeois. Et il a fait absolument comme tous les artistes font. Je ne connais pas beaucoup d'exceptions. Et il a eu, lui, au moins le mérite de l'exposer, en quelque sorte, de le montrer. Et je voudrais ajouter une chose, c'est que quand même, pour moi, ces toutes premières peintures auxquelles tu fais allusion et auxquelles appartient cette petite représentation d'un vernissage que tu citais, c'est pas... ça ressemble pas vraiment à un tableau conventionnel. C'est pas l'espace du tableau, c'est pas l'espace fictionnel du tableau. C'est plutôt un tableau qui ressemble plutôt à une image reproduite dans un livre. Il y a déjà cette distance, en fait. C'est comme ou une case de bande dessinée, en quelque sorte. Bon. Et donc, ça marque quand même déjà qu'il avait une certaine distance par rapport à cette fonction militante, voilà, qu'il souhaitait donner à ses premières œuvres. Pour moi. Enfin, je ne suis pas sûre que pour moi, je suis sûre que c'est partagé par plein de... Mais en même temps, ce qui est, je trouve assez fascinant, c'est donc l'art d'Immendorf va parler de l'Allemagne quasiment jusqu'à la chute du mur. Il y a un art de commentateur de l'histoire en prise directe avec la situation de son collègue de l'autre côté du mur. Tu montrais ce détail avec la vision de Penck. Et quelque part, en fait, son art va aussi quand même se dépolitiser avec la chute du mur. Et en tout cas, l'histoire telle qu'il la manipule va se déplacer
de l'histoire personnelle, de l'histoire du groupe, de l'histoire de son professeur, de ses amis, vers quelque chose qui est beaucoup plus l'histoire de l'art, avec énormément de références dans les dernières peintures où on voit apparaître là vraiment clairement des motifs et des emprunts à une histoire de l'art qui en plus remonte à bien avant le XXe siècle. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que ce moment, donc en fait c'est quoi ? Est-ce qu'il y a un passage pour toi quelque part d'un peintre de l'histoire personnelle vers une histoire de l'art, ou un commentateur de l'histoire vers une histoire de l'art, et surtout aussi, c'est un moment où on parlait beaucoup, je crois, de fin de l'histoire, c'était un terme qui revenait un peu qui était une obsession. Alors est-ce qu'il y a une fin de l'histoire, est-ce qu'il y a un changement de l'histoire avec la chute du mur de Berlin dans le livre d'Immendorf ? Moi, il me semble que, je ne sais pas si c'est l'histoire, mais en tout cas, le monde tel qu'il va, et en général tel qu'il va mal, il réapparaît vraiment dans les tableaux de la fin, parce que ces images qu'on le voit dispersées comme ça dans les derniers tableaux, si on regarde bien, il y a un certain nombre de ces images qui sont des citations d'autres œuvres. Par exemple, tu peux voir un Goya, et un Goya, c'est pas innocent, parce que Goya, c'est justement un peintre qui a témoigné de son époque, des drames de son époque. Tu peux voir les propres tableaux anciens d'Immendorf là, se disperser, et puis tu peux voir aussi des images prises dans les journaux, des images d'actualité. Alors évidemment, elles sont pas aussi facilement identifiable que ce qu'il montrait lorsqu'il montrait la séparation de l'Allemagne, mais peut-être en effet parce que il a au cours de ces années beaucoup relativisé ce que pouvait être l'efficacité de la peinture par rapport voilà, à la politique, tout simplement, à la vie sociale. Bon, alors il montre qu'il est plongé dans cette actualité-là, mais il montre aussi, avec ces images qui se dispersent, que malheureusement le peintre n'a pas beaucoup de moyens d'action sur le monde, en tout cas de moyens d'action directs. Donc je crois que bon, et en fait, je ne suis pas sûre, ça aussi c'est à relativiser, parce que ma visite à la Pinacothèque ce matin m'a fait remarquer qu'il y a déjà dans des tableaux des années 80, beaucoup de clins d'œil à la peinture ancienne et beaucoup de clins d'œil notamment à la peinture flamande. On regardait tout à l'heure, je pense, je repérais ce motif qu'on voit souvent dans les cafés Deutschland, qui est une espèce de table ronde, basculée, avec ce qui est posé dessus, prêt à tomber. Et il y a un petit Bruegel où il y a exactement ce dispositif, comme chez Immendorf, au milieu de la toile, quelque chose qui ressemble à une petite table improvisée avec des victuailles dessus. Et vraiment, enfin, je suis sûre que ce genre de petits motifs, il les avait regardés, quoi, en fait. Donc, en fait, il y avait déjà, ce regard sur l'histoire de la peinture, notamment de la peinture de la Renaissance. Mais tu sais, moi, je vais te dire quelque chose à propos de cette question, l'artiste militant ou pas, l'artiste qui finit comme le peintre officiel. Bon, je crois qu'un peintre, il est peintre avant tout. Et qu'est-ce qu'il veut, c'est vivre dans la peinture, en fait. Et voilà, et qu'en fait, il est bien au milieu de ces références à Bruegel ou à Hans Baldung Green ou à Dürer. Voilà, il veut peindre et il veut peindre en espérant rivaliser avec ses grands maîtres. Cette histoire de peindre avec des références, c'est quelque chose où, quand on regarde les œuvres de la
toute dernière phase, on voit véritablement, en tout cas moi je lis ce que j'appellerais des collages. Et aujourd'hui c'était assez drôle parce qu'on visitait l'exposition et il y a carrément une des gardiennes de l'exposition qui est venue nous voir en disant regardez, c'est des collages. Et on s'est un peu posé cette question enfin moi je me pose cette question, c'est quoi un collage en peinture? Est-ce qu'on peut coller la peinture ou peindre le collage? Mais quel est le statut un peu étrange quand même de ces œuvres de la fin qui, en plus, on sait qu'elles sont d'abord collées numériquement à base de ces références qui là sont très très clairement identifiables, puis peintes par les assistants. On reviendra après avec le peindre avec la bouche. Mais le collage, est-ce qu'on peut parler un peu de cette histoire ou est-ce que tu peux dire quelque chose là-dessus? Oui, c'est toi qui réponds parce qu'en fait, c'est sûr que le travail grâce à l'informatique de superposer comme ça, d'abord de rassembler, de réunir des images empruntées à droite et à gauche, à des photos, à des albums, et de les rapprocher sur l'écran et de les superposer, de jouer avec. Bien sûr que ça, c'est l'informatique qui l'a permis. Alors, bon, ce qui fait qu'en effet, on a disons que le procédé de collage, mais que l'effet plastique n'est pas vraiment celui du collage. On a eu cette discussion tout à l'heure. Alors c'est une discussion un peu spécialisée, je trouve, d'esthétique, mais moi, une des choses qui m'intéresse en particulier, c'est que par-dessus, si on peut dire, ces agrandissements de gravures empruntés à Hans Baldung Grien, par exemple les grands chevaux, il y a des personnages qui viennent se surimposer, qui sont des silhouettes très, très noires, comme ça. Et donc, ça, en effet, produit un effet de collage. Sauf que, à la différence d'un collage à la manière de Picasso, là, tout est sur le même plan. C'est de la peinture qui est sur le même plan. Et que l'effet de collage est un effet optique. Ce n'est pas dans la matérialité du tableau qu'existe le collage, c'est dans notre œil. Et c'est nous qui avons l'impression, en quelque sorte, que la forme noire a l'air d'être presque un peu en relief par rapport aux images qui sont derrière. Alors ça, tu sais, c'est comme... voilà, ça c'est la jouissance de l'esthète, d'être en face d'un tableau comme celui-là et de jouir de cette cet infime détail, différence comme ça de plan qui est produit d'une manière purement optique. Alors, il aurait pu, c'est vrai aussi, se contenter finalement de faire des agrandissements photographiques des images produites sur l'écran de l'ordinateur. Après tout, il aurait pu renoncer à ça et puis faire des grands tirages. Mais voilà, c'était un peintre. Et donc, il a continué à peindre d'une certaine façon grâce à ses assistants. Et ça donne une richesse, me semble-t-il, beaucoup plus grande, évidemment, à ces tableaux. Parce que quand on parle des silhouettes noires, on simplifie beaucoup. Si on met le nez dessus, on voit que l'œil distingue... d'abord des figures à l'intérieur des formes, des corps, à l'intérieur de ces silhouettes noires, qui est un travail du noir qui est assez intéressant. Voilà, c'est... Mais en même temps, toujours pour continuer avec cette histoire d'impression de collage qu'on peut avoir à regarder donc ces œuvres tardives ou ces dernières œuvres, il y a autre chose qui m'a choqué ou qui m'a interpellé dans ta présentation, c'est que tu as souligné les perspectives des Cafés Deutschland, la façon dont la perspective est extrêmement renforcée ou surdéveloppée pour créer des profondeurs de champ absolument improbables. Et là, tout à coup, en fait, les œuvres aussi n'ont plus aucune perspective. Oui, ça dépend ce que tu mets dans le mot perspective. Dans les deux sens, en fait, quasiment. J'ai envie de mettre la perspective. Parce que si c'est la perspective spatiale, en effet... elle n'est plus là, mais il y a cette mise en perspective historique qu'on a évoquée. Donc, si tu veux qu'on joue sur les mots, on va jouer sur les mots. Ça, c'est peut-être aussi l'artiste qui a plus de perspective. Alors... Oui, mais on peut jouer sur les mots. Non, c'était jouer sur les mots, sur la perspective. Tu as quelque chose à dire, vas-y.
Non, si, c'était intéressant. Tu dis c'est l'artiste qui n'a plus de perspective. C'est aussi peut-être quelqu'un qui peut plus se projeter dans la profondeur de la toile, qui peut plus se projeter dans l'avenir. Et donc effectivement, c'est jouer sur le mot perspective, la perspective d'avenir, la perspective dans l'espace et la perspective des plans et la perspective historique. Tu as raison de le souligner et je pense que de la même façon, le singe qui vient pour balayer les images exprime quelque chose d'un peu comparable quand même. Oui. Moi, c'est une œuvre évidemment qui a toujours été très autobiographique. Hein, c'est beaucoup d'autoportraits, beaucoup l'exposition en public de la question où j'en suis, qu'est-ce que je fais, comment je me sens, voilà mes amis. Bon, voilà, il y a beaucoup d'autobiographie dans cette œuvre et il y a et ça jusqu'à l'extrême fin. Et c'est aussi l'exposition par un peintre qui se sait condamné, voilà, du sentiment, j'imagine, dans lequel il devait se trouver, de devoir quitter toutes ces images, quoi. Et ça, je trouve ça absolument unique. Pour moi, c'est unique dans l'histoire de la peinture. À un moment donné, il y a eu un peu une mode comme ça, si j'ose dire les choses ainsi. On a beaucoup porté d'intérêt aux œuvres ultimes des peintres pour montrer que même vieux, même malade, ils continuaient de travailler et de faire des choses intéressantes. Mais il n'y a pas d'exemple avant celle de Immendorf de quelqu'un qui a exposé à ce point son destin. Et la conscience qu'il avait de ce destin. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment tout à fait unique et que ça mérite une très grande admiration de notre part. Bon, moi, je vais le dire carrément. Je pense que Immendorf, c'est le plus grand. Pour cette voilà, je l'ai dit. Il y a un français. Il y en a. C'est l'allemand. Waouh. Ça, c'est. Bon, vous le répéterez pas en France. Non, faut pas, parce que les Allemands. Mais les Allemands sont déjà au courant. Hein. Ils le savent qu'ils sont les meilleurs sur la peinture. Mais non, il y a beaucoup. Ces dernières décennies, l'Allemagne a produit beaucoup de grands artistes et notamment de grands peintres. Mais je pense que plus le temps va passer et plus on va reconnaître que c'est Immendorf le plus grand. Alors, à propos de cette histoire de France, d'Allemagne et de référence, il y a une toile qu'on a évoquée aujourd'hui dans la visite ensemble de l'exposition et que tu n'as pas montrée. Alors, je ne sais pas si c'est un choix volontaire et je voudrais en entendre un peu plus là-dessus. Surtout qu'en plus, juste pour information, tu n'as pas écrit que des livres scandaleux, mais tu as aussi écrit un livre sur Salvador Dali. Donc, il y a un texte assez important. Et dans les œuvres que tu as montrées aujourd'hui, en référence sur le Café Deutschland, on a vu Guttuso, on a vu Riviera, et tu n'as pas montré cette toile de Max Ernst, qui s'appelle Le Rendez-vous des Amis, qui est en plus assez drôle, puisqu'en fait, si on prend Café Deutschland, Café de Flore, Le Rendez-vous des Amis, c'est vraiment le nom de n'importe quel bistrot de province français. Et donc il y a une toile de 22 qui présente vraiment de manière assez similaire aussi l'ensemble du groupe surréaliste, André Breton, Yves Tanguy, Max Ernst lui-même, enfin tous ces personnages sous forme de tableau. En plus, donc, de manière assez amusante, on a fait un peu de recherche et le tableau est au musée Wallraf Richartz, donc il est à Cologne. Donc c'est une toile que forcément Immendorf a vue. Pourquoi tu parles pas de ce... Est-ce qu'on pourrait parler un peu de ce rapport entre le surréalisme et Immendorf et la lecture française ? Est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec le surréalisme là-dedans ? Si Immendorf a un rapport avec le surréalisme, moi j'ai l'impression que s'il a un rapport, il a des comptes à régler plutôt. Mais bon, justement par rapport à ce qu'a été le tableau d'Immendorf qui réunit tous ces surréalistes, ça s'appelle... Enfin, ça se traduit par le tribunal surréaliste. Bon. Donc voilà, peut-être que c'était pour lui une façon de dire qu'il fallait cesser avec ce dogmatisme des avant-gardes en quelque sorte. Et alors il y a bon, j'ai pas. Alors pour moi c'est quand même un tableau assez
assez énigmatique. Je suis désolée, il arrive qu'on soit sec devant. Enfin, j'avais prévenu qu'on peut des fois être dépassé que le critique peut être dépassé par la peinture. Donc c'est pas un tableau que j'ai étudié. Donc là, peut-être que là aussi, un des organisateurs de l'exposition pourrait nous renseigner un peu mieux. D'autant que ce tribunal entoure une réconciliation très très amoureuse des deux Allemagnes, si j'ai bien compris toute l'image. Non, en revanche, quelque chose que j'avais repéré déjà, qui me paraissait assez intéressant, c'était qu'un des personnages préférés de Immendorf, notamment dans toutes les séries des Cafés de Flore, c'était Picabia. Et alors, moi, Picabia, c'est précisément un artiste qui m'a beaucoup intéressée. J'ai travaillé sur Picabia. Or, qui est Picabia ? Picabia, c'est celui qui trahit. C'est celui qui trahit les avant-gardes. Il y a un mot de Picabia que je restitue ici à peu près. Picabia a dit je suis le seul qui soit resté dadaïste parce que voilà, j'ai renié le dadaïsme. Voilà. Bon, et en effet, de faire le contraire de ce qu'il fallait faire à l'époque dadaïste, c'était d'une certaine façon rester dadaïste. Et donc ça m'a toujours intéressé que précisément Immendorf se soit intéressé à cette figure du traître. Voilà, si on peut dire les choses comme ça. Est-ce que son intérêt pour le surréalisme explique aussi son succès en France ou pas ? De manière assez simple. Oh, je ne crois pas du tout. D'ailleurs, est-ce qu'il a eu du succès en France ? Il y a eu une exposition au centre Georges Pompidou autour d'un café de Flore, évidemment. On avait choisi le café de Flore et pas le café Deutschland. Il y a eu des expositions assez importantes, je rappelais tout à l'heure, mais dans des musées qui n'étaient pas forcément les plus grands musées en France. Enfin, il y a eu une exposition au musée de Saint-Étienne, quand même, qui est un musée important. Il y a eu cette exposition dont je citais le catalogue dans un centre d'art dans une petite ville qui s'appelle Mémac. Il y a eu des expositions. Daniel Templon avait montré Georges Immendorf à Paris, la galerie Daniel Templon. La Galerie de France avait accueilli, grâce à Michael Werner, les dernières toiles qui sont restées exposées très longtemps à Paris. Il y a un certain nombre de conservateurs de musées ou de critiques qui s'intéressent à cette œuvre. Je peux citer Fabrice Ergotte, par exemple, qui a toujours beaucoup défendu Immendorf. Mais en même temps, je ne suis pas sûre que ça soit une œuvre tellement connue, malheureusement. Alors oui, c'est vrai, nous, à Art Press, j'avais publié assez tôt un texte de Fabrice Ergotte sur Immendorf, puis moi, j'avais fait cette interview que je citais là aussi tout à l'heure. Bon, mais il me semble que, au moins dans un premier temps, le public, y compris le public, je dirais, spécialisé du monde de l'art, était un peu, réticent devant cette œuvre parce qu'ils ne la comprenaient pas. Les gens voyaient les croix gammées et ils disaient oh là là, qu'est-ce que c'est que ce peintre qui met des croix gammées dans sa peinture ? Et ils n'allaient pas plus loin. Bon, et donc il fallait expliquer, faire remarquer que les croix gammées, elles étaient un peu ramollies. Voilà, qu'il y avait là aussi un commentaire critique. Donc voilà, c'est. Oui, il y a des gens qui défendent beaucoup cette œuvre et qui y sont très attachés, mais pour moi, il n'a pas eu non plus la reconnaissance qu'il devrait avoir. Bon, je ne veux pas faire de polémique, mais on a vu récemment des grandes rétrospectives de peintres, d'artistes allemands au centre Pompidou, et je pense que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu l'équivalent pour Georges Immendorf. Il faut peut-être juste espérer qu'après Reina Sofia, l'expo ira en France. Wow. On peut juste le souhaiter. Oui, okay. Je sais pas. Merci d'avoir réuni.